Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Cet homme a eu comme professeur Michelle Obama, son grand-père a inventé la sécurité sociale en Polynésie française et il est aujourd'hui considéré comme l'un des pionniers de l'entrepreneuriat social en France. Lui, c'est Christian Vanizette, le fondateur de Make Sense et de Chili Club. Nommé par Forbes comme l'un des entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans les plus influents, il devient fellow Ashoka puis boursier de la fondation Obama. Christian a décidé de dédier sa vie autour de projets qui ont du sens. Il a fondé Make Sense, une plateforme qui aide les citoyens, des entrepreneurs et des organisations à lancer des projets à impact ou à les développer. Au total, ils ont mobilisé plus de 200 000 citoyens et sont présents dans une centaine de villes. C'est également le fondateur de Chili Club, la première application d'activisme pour le climat. Elle permet chaque jour aux citoyens d'agir pour stopper le changement climatique. Christian est profondément guidé par l'envie de faire bouger les choses, aussi bien d'un point de vue climatique que social. Mais je vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre ma conversation avec Christian Vanizette. Bonjour Christian, c'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast, donc Impact Story. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Donc, je m'appelle Christian, je viens de Tahiti, en Polynésie française. C'est une toute petite île en plein milieu du Pacifique. Et je commence souvent par ça quand je me présente parce que c'est un peu ce qui a défini mon enfance. Il faut imaginer une île avec juste 200 000 habitants, de la mer partout, des lagons, des baleines, enfin voilà, et des arbres luxuriants. Et du coup, c'est un peu là où j'ai grandi jusqu'à 18 ans avant de venir faire mes études en métropole, à Marseille, parce que j'étais pas encore prêt pour Paris. Et du coup, le fait de vivre dans cet environnement proche de la nature, est-ce que ça a aidé à ce que tu sois plus sensible à la nature, à la biodiversité ou pas plus que ça ? En fait, c'est assez bizarre. C'est un peu comme, je sais pas ce que ça fait d'être un poisson dans un bocal, mais en fait, t'es dans l'eau, tu sais pas c'est quoi. C'est juste là tout le temps. Et un peu à Tahiti, c'est la même chose. T'as la nature, elle est luxuriante partout. Et en fait, tu te rends pas compte quand t'as grandi sur cette île que c'est hyper rare en fait d'avoir de la nature qui a pas été touchée, d'avoir, enfin voilà, des coraux de toutes les couleurs, et en même temps pas trop, et pas le problème du monde entier. T'es un peu loin de tout ça. Et du coup, c'est hyper bizarre quand tu pars de l'île, justement, tu te rends compte que, oh waouh, c'était génial ce que j'avais sur mon île, même si j'avais qu'une seule envie, c'était de partir, parce que c'est un peu au bout du monde, t'es un peu perdu. Et quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier avec Internet, YouTube et tout, ben, t'as qu'une envie, c'est d'aller découvrir ça. Mais en même temps, en découvrant, ben, en faisant mes études à Marseille et tout, je me suis rendu compte, bon, c'était pas le pire endroit du monde, c'était les Calanques. C'était aussi assez nature. Mais je me suis rapidement rendu compte, en travaillant sur les sujets d'environnement, qu'en fait, en fait, c'était plutôt mal barré. Et que ce que moi j'avais vu à Tahiti, mon petit garçon, c'est Léo, il a 5 ans et demi, allait pas nécessairement voir la même chose dans les années qui viennent. Et c'est un peu ça qui m'a fait un électrochoc et qui m'a donné l'envie de m'engager. En parlant d'engagement, du coup, tu t'es beaucoup engagé. Tu t'es engagé sur quel projet notamment au cours des dernières années ? Il y a plusieurs choses. D'abord, quand je suis arrivé à Marseille pour faire mes études, on devait faire un an à l'étranger. Et j'avais été pris pour une université en Allemagne. Je voulais pas aller en Allemagne. Du coup, avec un pote, il s'appelle Romain Raguin, on a négocié avec l'université qu'en fait, on allait faire un tour d'Asie des entrepreneurs sociaux. Un peu comme ce que tu fais avec ton podcast. Mais nous, c'était à l'époque de Facebook. Et du coup, parce que je suis beaucoup plus vieux. Et en gros, on allait faire des petites vidéos sur des entrepreneurs qui créent des solutions pour un monde meilleur et essayer de les connecter avec des bénévoles. Et donc ça, c'était le début de Make Sense, d'une asso que j'ai montée, où en fait, on mobilise des bénévoles pour aider des projets. Et ça a commencé avec un tour d'Asie des entrepreneurs sociaux. Donc, on a rencontré 80 projets. Et à chaque fois qu'on passait dans une ville, on créait un groupe Facebook et on mobilisait des bénévoles pour les aider. Donc ça, c'était un peu le début de mon engagement avec Make Sense. Et on a démarré grâce à un pote. On s'est dit, on prend nos sacs à dos et on y va. Et on avait été beaucoup inspiré par un livre qui s'appelait 80 hommes pour changer le monde. Okay. Et qui justement avait fait la même chose, sauf que c'était pas sur Facebook. C'était sur un bouquin. Et je me souviens de cette histoire incroyable d'un fermier au Japon qui, en fait, pour augmenter le rendement de sa production de riz, plutôt que d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques, il utilisait des canards. Parce qu'en fait, les canards remuaient l'eau et en même temps, avec leurs excréments, ça permettait de faire de l'engrais. Et du coup, il y avait des histoires un peu géniales comme ça, de projets qui à la fois permettent d'avoir un modèle économique et en même temps de résoudre un problème de société ou d'environnement. Je trouvais ça cool. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette approche. Et du coup, quand tu commences ce projet de voyage,
au début, c'est pas une boîte. Au début, tu fais ça vraiment par passion. C'est quoi l'objectif que tu as derrière? Bah, c'était un peu comme ce que tu as démarré avec Impact Story, c'était une page Facebook. Ok. Et du coup, on a démarré une page Facebook, on n'avait pas de statut, on a juste déposé le nom sur la page. Et ensuite, on a créé des groupes Facebook. Et c'est vraiment, ça a démarré un peu avec le début de ce réseau social en 2010. Et à l'époque, c'était beaucoup avec, tu voyais pas trop de contenu de page ou de médias, c'était surtout le contenu de tes amis. Et en fait, on a créé une immense communauté comme ça dans le monde, dans 45 pays en 2 ans, avec Ok. justement des gens qui recommandaient à leurs potes de venir à des ateliers dans la vraie vie pour faire du bénévolat, aider des projets. Et c'est un peu Make Sense a démarré avec la plateforme de Facebook. Et du coup, c'était vraiment ouais, un des exemples d'utilisation de cette plateforme que nous, on a utilisé. Et après, c'était marrant parce qu'on a été contacté par Facebook justement pour former les gens qui démarraient des Facebook groupes Ok. pour les aider à animer leur communauté de bénévoles dans la vraie vie. Et donc, c'était un peu la boucle qui était bouclée. C'est énorme. Mais du coup, concrètement, ça veut dire que, par exemple, tu arrives en Inde, tu rencontres un entrepreneur social, et donc là, tu te dis, on va créer un groupe pour que tu puisses trouver des bénévoles qui vont venir t'aider sur ton assaut. Ben, on arrivait d'abord, on faisait une petite vidéo où en mode on présentait, ben voilà, cet entrepreneur permet aux gens d'apprendre l'anglais avec les vieux téléphones mobiles Nokia, avec Snake. Le téléphone dit hello et après tu dois recréer le mot, par exemple, avec le petit serpent. Et ce projet disait, ben, moi j'ai un défi, je dois trouver un modèle économique. Et du coup, ensuite, on postait sur Facebook qui a des potes en Inde et voudrait venir aider cet entrepreneur à Mumbai. Et là, il y a des gens qui nous recommandent des gens. On organise un atelier de 2 heures avec 15 bénévoles, du coup, des potes de potes qui étaient recommandés. Et ensuite, on les met dans un groupe Facebook qu'on appelait Make Sense Mumbai. Et dans le groupe Facebook, on leur mettait un PDF qui expliquait comment faire le même atelier de bénévolat. Et ensuite, les gens continuaient à animer leur groupe. Nous, on n'était plus là, on passait à la prochaine ville. Et ils ramenaient leurs potes et ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu des centaines de bénévoles par ville, comme ça, qui se mettaient à faire des ateliers pour aider des projets. Et c'est comme ça que la communauté s'est créée. Donc, c'était avant tout une communauté, avant même d'être une asso. Et je me souviens, par exemple, à Londres, j'ai fini l'atelier, on était 3. Et j'étais là, genre, il y a la moitié des gens qui étaient partis. Je me suis dit, c'était foutu. Et en fait, 1 an plus tard, c'était devenu la plus grosse communauté de Make Sense avec des milliers de bénévoles qui se mobilisaient sur des projets. Ok, c'est énorme. Donc, ça veut dire que tu fais ce tour du monde pendant combien de temps? Pendant un C'était an? 8 mois. 8 mois? Ok. Pendant 8 mois, donc à chaque fois que tu vas dans une ville, un pays, tu crées des groupes. Et ensuite, quand tu reviens en France, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les... Ce qui se passe quand on revient en France, c'est j'en peux plus parce que je reçois trop de messages de gens Ok. qui me disent je veux démarrer Make Sense dans ma ville, comment je peux faire? Je passais mon temps à faire des conférences en ligne à expliquer, à former les gens. Et du coup, c'était pas très tenable parce que plus ça grandit, plus tu as de poids sur tes épaules, entre guillemets. Et donc, c'est là où on s'est posé avec les 2-3 bénévoles qui m'avaient beaucoup aidé au début. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour former et aider les gens à faire plein de workshops et avoir passer de 100 personnes à 1000 personnes, à 10 000 personnes qui se mettent à faire des ateliers. Et du coup, on s'est dit, faut monter une asso, faut qu'on trouve des financements. Et tout a un peu démarré comme ça. Et ce qu'on a fait au début pour financer l'asso, c'est dans l'entrepreneuriat, on appelle ça du bootstrapping. Et du coup, on a démarré par nous-mêmes. On n'est pas allé voir des investisseurs ou des banques. On faisait les mêmes ateliers dans des entreprises. Et donc, c'était des ateliers de créativité, des ateliers des sprints de design. Et en fait, ça nous payait. Et on mettait tout l'argent dans l'asso pour permettre comme ça de démarrer. C'est comme ça que Make Sense a démarré. Maintenant, il y a à peu près 200 salariés dans la structure, dans différents endroits dans le monde. Et on fait plein de choses. Ça va toujours de l'engagement de bénévoles jusqu'au soutien aux entrepreneurs sociaux, jusqu'à l'investissement. Et donc, on gère à peu près 100 millions d'euros qu'on peut même investir dans les projets maintenant. Et du coup, ça a bien grandi. Et ce qui est cool avec cette expérience, c'est qu'en 10 ans, j'ai vu que, où que ce soit sur la planète, pour n'importe quel problème social ou environnemental, il y a déjà des solutions. Il y a déjà des gens qui ont trouvé une manière de résoudre ce problème, qui en plus créent de l'emploi et a des modèles économiques. Et en fait, du coup, il n'y a pas d'excuse pour pas résoudre ces problèmes plus vite. Et la question, c'est pourquoi on va encore dans la mauvaise direction, alors que tout a été prouvé et démontré par des entrepreneurs et par des associations. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Comme tu sais, je partage beaucoup d'innovation à travers le monde sur ma page Impact Story. Et à chaque fois, parmi les commentaires que je reçois, c'est toutes ces solutions existent. Pourquoi elles ne sont pas plus grandes? Et donc, c'est vrai que c'est assez frustrant de se dire que tu as tout ce savoir, que ce soit high-tech ou low-tech, et que finalement, ça te donne de l'espoir, mais de l'autre, tu comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Et selon toi, c'est dû à quoi? D'abord, un des trucs auxquels on pensait avec Make Sense sur les 3-4 dernières années, c'était que c'était une question de faire en sorte qu'elle soit reprise à plus grande échelle. Et du coup, tu as plusieurs manières de faire qu'une innovation soit reprise. Soit tu fais que
une grande entreprise rachète cette innovation et la déploie à très grande échelle, soit la startup qui l'a inventée explose, se développe très vite et puis ça devient Google et puis c'est partout. Ou soit il y a une troisième option dans l'entrepreneuriat social qui est en fait ce que tu as démontré en tant qu'entrepreneur social ou en tant qu'asso est repris par l'État et devient une politique publique. Et donc par exemple, tu regardes les retraites, ça a été inventé d'abord par des coopératives. Et ensuite, c'est devenu politique publique repris par l'État. Pareil pour le service civique, c'était d'abord une asso qui s'appelle toujours Unicité, qui l'a inventé avec 2500 jeunes chaque année, et ensuite ils ont travaillé avec l'État pour le déployer à grande échelle. Et du coup, c'est un peu ces questions, c'était comment est-ce que tu fais pour créer des ponts entre les entrepreneurs sociaux, les grandes entreprises, entre les entrepreneurs sociaux et l'État, entre leur donner plus de capital pour grandir, et c'était vraiment cette approche. Et du coup, tu vois, il y a des défis et tout, mais c'est quelque chose qui marche et qui prend du temps. Par contre, la question, c'est est-ce que ça va aller assez rapidement par rapport à ce qui nous arrive dans la figure, notamment sur le changement climatique. Il y a des indicateurs qui font assez flipper, où par exemple, dans 6 ans, si on continue tel quel les émissions, on a atteint notre limite de budget carbone pour rester au maximum 1,5 degré de réchauffement. Et au-delà de 1,5, ça devient un peu plus galère, il y a des effets d'emballement. C'est une limite physique, c'est pas juste un consensus politique, les 1,5 degrés de l'accord de Paris. Et donc la question qui se pose, c'est quelles solutions peuvent aller aussi vite pour inverser la tendance, pour faire en sorte que justement, on franchit pas ces seuils un peu qu'il faut pas franchir. Et du coup, cette question, c'est les solutions existent, elles peuvent être déployées à plus grande échelle, mais est-ce que c'est ce qui fait que ça bloque et que c'est pas déployé tout de suite à très très grande échelle? Et un peu moi, ma réflexion, et c'est un peu l'évolution depuis 1 an et demi, c'est de me dire, de travailler sur créer les solutions, ça suffit pas. En fait, si pendant qu'on crée des solutions et qu'on essaie de les déployer à très grande échelle, il y a encore des gens qui créent des problèmes à très 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 grande échelle, même à plus grande échelle que sur les émissions et que sur les solutions. Et c'est hyper facile de le comprendre sur les émissions carbone. C'est par exemple, tu dis, on développe une ferme solaire, c'est trop bien. Mais en même temps, si on développe 10 pipelines de pétrole, ça reste quand même, le budget carbone, il va quand même être atteint. Et donc la question, la réflexion que je me fais, c'est peut-être que en arrêtant les mauvais projets, qui en plus absorbent des ressources et du capital. Par exemple, pour faire un pipeline, il faut des milliards. Si tu bloques ces projets ou qui ne peuvent pas avoir lieu, mécaniquement, ces milliards, ils vont quand même devoir aller financer de l'énergie, parce que la demande en énergie, elle va augmenter. Et du coup, mécaniquement, ça va peut-être accélérer les solutions et faire en sorte que les États se disent, faut que je développe ça beaucoup plus vite. Les grandes entreprises se disent, faut que je développe les solutions de ces entreprises à très grande échelle. Et du coup, ma réflexion du moment, c'est de me dire, en fait, peut-être qu'en empêchant les mauvais projets, ce sera la manière la plus simple d'accélérer tous ces projets géniaux que j'ai vus aux 4 coins de la planète. Et c'est pour ça que maintenant, je suis à fond sur développer des solutions pour augmenter l'activisme, notamment sur le climat, parce que je me dis c'est un peu le chaînon manquant pour déployer tout ça encore plus vite. Parce qu'en fait, de réclamer que les choses s'arrêtent si tu n'as rien à proposer ou d'alternative, c'est un peu compliqué. Mais comme tu l'as dit, tout existe, il n'y a pas de raison de continuer ces mauvais projets. Du coup, c'est peut-être le bon moment maintenant d'y aller et de se dire, ok, comme les scientifiques disent, il faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers, comme l'Agence internationale de l'énergie dit, on n'a plus besoin de ça pour quand même répondre à la demande croissante en énergie, parce que justement, il y a plein d'innovations et il faut juste faire plus d'investissements. Du coup, il faut juste écouter la science, et comme on a fait pendant le Covid, quoi. On écoutait les scientifiques, on y allait, ça a permis d'inventer le vaccin, et on a résolu une crise mondiale comme ça en très peu de temps. Sur le climat, il faut un peu faire la même chose, quoi. Écouter la science et puis aller très vite. Mais du coup, c'est super intéressant la manière dont tu vois les choses. Donc, d'un côté, il y avait les solutions que tu as vues qui existaient, etc. Tu t'es dit qu'avec Make Sense, c'était un moyen d'accélérer ces solutions. Ensuite, tu as vu que finalement, avec ces problèmes, si les problèmes existent toujours, le fait d'avoir des solutions, ça ne va pas aider à faire en sorte que les solutions se développent. Et donc là, maintenant, tu as ton nouveau projet, qui s'appelle Regroup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça consiste? Du coup, Regroup, ça part d'une rencontre d'abord que j'ai faite à Glasgow, qui est la COP, un peu ces grandes conférences pour le climat. Donc, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Et là, on avait une table ronde et on était 10, on était invités par le président Obama. C'était assez cool. Et j'ai remarqué quand Obama y parlait, il écoutait pas trop les autres personnes de la table ronde, sauf une jeune femme qui s'appelle Louisa Neubauer. C'est un peu la Greta allemande.
Quand elle tweet, il y a 30 000 personnes qui descendent dans la rue et tout, c'est assez ouf. Et elle, il l'écoutait de ouf. Et je me suis dit, c'est marrant parce que qui était l'homme le plus puissant de la planète, et il écoute cette jeune femme de 24 ans. Et en fait, c'est là où tu te rends compte du pouvoir incroyable qu'a toute cette nouvelle génération de Fridays for Future, de Greta, qui peuvent mobiliser des centaines de milliers de personnes, parfois même des millions. En fait, ça a un effet sur les hommes et les femmes politiques, parce que ça permet de faire ou de défaire des élections. Et puis surtout, c'est les gens qui vont être recrutés ensuite dans ces plus grandes entreprises. Et c'est les gens qui sont affectés par le changement climatique et qui ont des discours assez sensés, qui disent juste on écoute la science et qui ont ce pouvoir de mobilisation. Et pour moi, c'est un peu notre plus grand espoir pour changer les choses, c'est d'avoir des gens comme Greta, des gens comme Louisa et ces centaines de milliers de jeunes qu'elles peuvent mobiliser parce que ça peut influencer les politiques et les grandes entreprises. Et donc la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à aller plus loin, plus vite. Et donc par exemple, Louisa m'a dit, elle bossait sur une campagne qui est le plus long oléoduc chauffé au monde, qui s'appelle l'EACOP, le East African Cradle Pipeline. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'aider? C'est une entreprise en France qui fait ça. Et du coup, il faut qu'on mobilise en France. Je lui ai dit, OK, pas de problème, on va commencer à mobiliser des gens. Et la tactique, c'était de faire en sorte d'aller voir les banques et leur demander, s'il vous plaît, n'investissez pas dans ce projet-là. Notre argent doit servir à construire des solutions et pas à détruire la planète. Et en fait, ce qui était assez incroyable avec Louisa, c'est qu'elle, il lui suffisait d'un tweet pour faire qu'une banque ne finance pas le projet. Donc, par exemple, elle a tweeté au PDG de la Deutsche Bank, elle a écrit « What the fuck are you gonna finance ?» En gros, c'était « Est-ce que tu te fous de moi, tu vas financer l'ICOP ?» Et le lendemain, il a répondu à son tweet, il a dit « Non, 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 Louisa, t'en fais pas, on va pas financer l'ICOP. » Et là, je me suis dit « Waouh !» Et ça s'est vraiment passé comme ça? Ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a fait la même chose sur une assurance, aussi une énorme assurance qui s'appelle Munich Re. Et pareil avec un tweet, et je me suis dit, waouh, ce pouvoir est incroyable, où elle est écoutée par des PDG des plus grandes banques de son pays. Et du coup, je me suis dit, OK, comment on peut faire pour aller plus loin et répliquer ces modèles? Et du coup, on a monté avec trois amis cette app qui s'appelle Regroup. C'est un peu comme TikTok, sauf que c'est juste pour de l'activisme climatique. Et en fait, tu rejoins une campagne, par exemple, arrêter le plus long oléoduc chauffé au monde, arrêter la plus grande mine de charbon du monde, faire des campagnes pour accélérer le financement des énergies renouvelables. Et chaque jour, tu te connectes et il y a un activiste qui, en 15 secondes, dans une vidéo, te dit voilà l'action que j'ai besoin que tu fasses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va écrire au président de la République pour lui demander, lors de son sommet pour le climat, de faire passer une taxe sur les transactions financières. Ça coûte pas très cher, c'est 0,01%, mais ça peut rapporter des milliards pour financer la transition des pays en développement en Afrique, pour éviter justement qu'ils aient à faire des nouveaux projets pétroliers. Et du coup, le mail est déjà préparé, le titre il est fait par ChatGPT, et t'envoies ça tous ensemble. Et ensuite, le lendemain, tu reviens, on n'a pas eu de réponse du président, du coup, on va écrire à la première ministre, on va lui demander si elle peut en parler au président. Et tu crées comme ça une histoire où les gens font une action par jour. Et le but, c'est de rendre hyper simple. Tu vois, pas tout le monde va aller bloquer l'AG de Total et tout, comme ça s'est passé il y a 3 semaines avec 700 personnes. Et en même temps, tout le monde ressent l'inquiétude par rapport au changement climatique. Mais le problème est tellement grand, tu sais pas par où le prendre. Là, c'est comme si on l'avait découpé en petites actions que tu peux faire. Puis tu commences à t'engager comme ça et ça permet aussi de t'informer. Et ensuite, on espère que plus il y aura d'utilisateurs, plus on pourra faire des événements dans la vraie vie, et ainsi de suite. Et juste, on sait que ça marche parce que c'est des campagnes où on a vu des gens comme Louisa et Greta bosser dessus et gagner des victoires. Et ce qui font qu'elles gagnent leur victoire, c'est juste que tu as des milliers de gens qui font les actions avec eux. Mais comment tu le fais à grande échelle, dans tous les endroits du monde, pour que tu aies le même jour 10 000 clients de JP Morgan qui écrivent à la banque, 10 000 clients de la BNP qui écrivent à leur banque, pour qu'en un jour, tu aies les mêmes résultats que ce qui s'est passé sur 6 mois de campagne, notamment pour ce projet-là. Donc ça, on espère que ça va marcher. Moi, ça m'éclate. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je bosse qu'avec des gens où ils me disent attends, je dois finir mes devoirs. Je cours après tout. C'est l'impression de me ramener au tout début de Make Sense. Et c'est là que je me dis ouais, cette génération est quand même assez incroyable. Et justement, en parlant de ces générations, parce que du coup, finalement, avec Make Sense, c'était il y a 10 ans. Ouais. Donc, toi, tu avais 23, 24 ans, Ouais. et donc tu étais un peu la nouvelle génération d'aujourd'hui. Et Regroup, finalement, mobilise beaucoup de cette nouvelle génération. Donc, c'est quoi le parallèle ou les différences que tu peux faire entre ces deux générations, même s'il n'y a que 10 ans finalement d'écart, Ouais. Mais j'ai l'impression que s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. Il s'est passé beaucoup de choses et surtout, on ne va pas vivre la même vie dans le futur si le changement climatique s'accélère. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu as quand même, par exemple, dernière recherche, c'était 2035, les coraux vont être tout blancs à Tahiti. Et mon petit garçon, il aura même pas 15 ans, tu vois.
Et du coup, c'est genre, il y a des choses que moi j'ai connues. Et en fait, c'est un peu la génération qui va vivre elle-même les premiers effets du changement climatique. Et donc, c'est en mode, tu vois, c'est pas comme on disait à mon débat, on fait ça pour les générations futures. C'était genre 24 ans pour les générations futures. Je savais pas c'était quoi les générations futures parce que j'avais pas d'enfants. Et maintenant, les gens, ils disent, on fait ça pour nous-mêmes, tu vois. Et ça, c'est un peu la différence que je vois. Mais du coup, ça crée une énergie très différente. Dans toute l'histoire des mouvements sociaux, en fait, ça marche et ça crée le changement quand c'est les gens qui souffrent des conséquences qui se battent pour demander le changement. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer avec cette génération. C'est dans leur trip. Personne ne pourra les arrêter. Et tu peux pas avoir un jeune de 23 ans en face de toi, 18 ans et tout, et lui dire non, mais c'est pas grave, on a le temps et tout. Surtout si tu as 60 ans ou 50 ans. Parce qu'en fait, non, il n'y a pas le temps. Et ils ont le droit de demander ça. Et la seule question, c'est de se dire comment est-ce que, au lieu de juste dire oui, c'est bien, on a de l'espoir à cause des jeunes, comment en fait on les écoute et on fait ce qu'ils disent qu'il faut faire parce qu'ils écoutent la science, mais surtout parce qu'en fait, si tu as 60 ans aujourd'hui et que tu as grandi, tu as été à l'école, tu as fait toute ta carrière dans des entreprises, tu as des schémas mentaux dans ta tête qui te disent non, mais fabriquer le changement qu'on a besoin, c'est impossible. Sortir des énergies fossiles, c'est impossible. Et en fait, tu es pollué par toutes ces manières de fonctionner que tu as appris sur des années et des années, alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Et c'est ce qu'on voit tout le temps avec les startups, les entrepreneurs. En fait, c'est la capacité à remettre en cause des modèles et à y aller, à le faire. Mais si tu es trop dedans, tu peux pas remettre en cause ou réimaginer les choses différemment. Et ce qui est génial avec les gens de l'âge de Greta et de Louisa et tout, c'est qu'en fait, ils sont pas encore pollués par tous ces modèles. Et du coup, ils peuvent voir, la science dit qu'il faut faire ça, on a ça comme technologie, il y a ça comme temps. Ok, on invente des solutions et on pense pas au passé, entre guillemets, parce que ça nous a emmené droit dans le mur. Donc, faut qu'on prenne et qu'on crée des nouveaux chemins. Et ça que je trouve fascinant en travaillant avec eux, c'est que c'est la même énergie entrepreneuriale que ce que moi j'avais trouvé il y a 10 ans avec les entrepreneurs sociaux. Tu as la même chose, mais avec de l'activisme. Et est-ce que tu sens chez eux de l'éco-anxiété? Parce que moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont éco-anxieux. Et finalement, tu as beaucoup de gens qui savent pas trop comment faire. Et quels sont, selon toi, quels seraient tes conseils pour ces personnes-là, pour l'éco-anxiété? Et comment, justement, les gens autour de toi font pour lutter face à cela? Il y a deux choses. Moi, j'ai remarqué, on passe beaucoup de temps à s'engueuler les uns des autres dans les familles et tout quand on parle de changement climatique, parce qu'on va juger la personne et ses comportements. Et du coup, on met tout la faute sur t'as vu les news sur le changement climatique, et puis tu continues à prendre l'avion, et puis tu continues. Et ça crée beaucoup de zizanie. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que toute cette zizanie, ça nous désunit et ça nous ralentit. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui juste est dû au fait du hasard. Le fait de faire croire aux gens que le changement climatique, c'est de leur faute et c'est leur empreinte carbone individuelle. Et c'est pareil avec l'éco-anxiété, que c'est un problème personnel, que du coup, tu dois aller voir ton psy, mais faut pas trop en parler parce que c'est un peu comme une maladie et tout, tu vois. C'est un peu ce côté où tu le vis dans ta bulle individuelle et tu as l'impression que tu es tout seul face à ce grand changement. Et c'est pour ça que moi, ce que j'adore avec les activistes, c'est qu'en fait, ils nomment les responsables. C'est de dire, non, regarde, quand tu regardes les émissions, la majorité des émissions viennent des grandes entreprises pétrolières, et c'est documenté depuis les années 70 qu'en fait, elles ont d'abord cherché à dire ça n'existe pas, ensuite à minimiser et déverser des millions d'euros. Et ça s'arrête, il y a un article du Guardian en 2006 avec BP qui paye Ogilvy, une agence de com, pour promouvoir le concept d'empreinte carbone. Et pourquoi ils font ça? C'est qu'en fait, ça te met la faute sur l'individu plutôt que sur le producteur. Et du coup, tu évites de les remettre en cause. Et du coup, on se désunit les uns les autres, on s'engueule et tout. Alors que, voilà, on n'a pas demandé à venir dans un monde où les voitures, elles marchent à l'essence. Ça a été fabriqué, tout ça. Et du coup, c'est un peu ce truc qu'il faut retourner en se disant, nous, on fait des efforts autant qu'on peut. C'est dur d'être parfait dans un monde imparfait. Et par contre, les responsables, il faut qu'ils fassent des efforts à la hauteur de leurs responsabilités. Et surtout, on ne peut pas juste les croire et leur donner carte blanche pour dire oui, on va améliorer les choses, parce que ce n'est pas ce qu'ils ont fait sur les 30 dernières années. Et donc, c'est là où un peu ce que j'adore avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils sont aussi intransigeants. Tu vois, le truc de Greta, c'est stop blabla, quoi. Et du coup, c'est un peu, il n'y a plus le temps de faire du blabla. Et moi, ce que je trouve qui est assez fort quand tu ressens de l'éco-anxiété ou tu es un peu submergé par toutes ces informations, c'est qu'en fait, te dire, on peut se mettre en mouvement, il y a des mouvements qui existent, et surtout de se dire, voilà, le pire ennemi, entre guillemets, du PDG de Total, c'est une jeune qui s'appelle Camille Etienne, qui a 24 ans et qui est trop sympa, et tu te dis, si elle a un pouvoir de ouf, ou Louisa, on a encore une chance, tu vois, on peut y arriver, il faut juste se retrousser les manches et aller ensemble, et ça t'empêche de trop flipper. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est
Les scientifiques disent qu'il ne faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Après, tu dis, putain, arrêter un pipeline, ça a l'air hyper compliqué. Comment je peux faire? Et en fait, tu leur montres, bah non, regarde, si tu as 5000 personnes qui écrivent à la BNP pour dire, je veux pas que mon argent est là, bah, ils vont dire, ah, ok, d'accord, on va écouter, on va prendre en considération ce que vous dites. Et quoi, c'est 5000 personnes qui ont envoyé un mail, quoi. C'est pas la fin du monde. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrête des pipelines. Et donc, c'est un peu de dire aux gens, vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire. Il y a des manières de faire très simples. On l'a fait, ça a déjà marché. Allez, on y va. Mais surtout, faut pas perdre de temps. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'en fait, les stratégies pour lutter contre le changement climatique, c'est des batailles de narratifs. Et il y a un papier de recherche de chercheurs à Oxford qui dit Climate delaying is the new climate denying. Et maintenant, il n'y a plus personne qui dit le changement climatique, enfin, pas grand monde de sérieux, quoi, qui ont des postes de direction qui disent le changement climatique n'existe pas. Par contre, les stratégies deviennent un peu plus intelligente, où en fait c'est pas ça existe pas assez, mais on n'a pas le temps, on a le temps, il faut attendre, on peut pas changer tout de suite, et du coup c'est toujours des stratégies de délai, et tout ce qui permet de gagner du temps en fait, et c'est là où il y a énormément de choses, de mettre la faute sur les individus, de dire c'est trop tard, de dire on a besoin du pétrole pour financer les énergies renouvelables, tout ça c'est des stratégies pour gagner du temps, sauf que le nerf de la guerre c'est le temps et il y en a pas, et donc c'est de se dire quel est le meilleur moyen d'agir par rapport au temps qui nous reste. Et c'est là où ça peut recréer, c'est le temps, on en manque de plus en plus. Et donc, du coup, plus on attend, moins on sera bien préparé. C'est pour ça qu'il fallait commencer avant-hier. Ça, c'est vrai. Ce que je trouve assez impressionnant sur l'app Regroup, c'est que finalement, ça rend la mobilisation très, très facile. Tu vas sur l'app, j'ai déjà testé plusieurs fois, et finalement, tu as une vidéo de 15 secondes, tu appuies juste sur un bouton, le mail, il est déjà fait, et tu as juste appuyé sur envoyer. Et est-ce que, grâce à cette app, donc parce que ça fait quelques mois qu'elle existe pour l'instant, ça fait 4 mois. 4 mois. Et du coup, vous en êtes où en termes de lancement? Je ne sais pas si le lancement il est grand public. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà gagné quelles sont vos victoires en 4 mois avec cette application? Du coup, c'est pas juste une application qui va changer le monde. Et donc, en fait, cette application, on crée les actions en collaboration avec les campagnes. Et donc, souvent, c'est un peu un mix entre les actions dans la vie réelle organisées par les campagnes et les actions digitales qui sont poussées par Regroup. Le seul truc très cool de Regroup, c'est que ça donne un nouvel outil aux campaigners, à ceux qui organisent des campagnes pour gagner des victoires contre les pétroliers, pour protéger l'Amazonie, ainsi de suite. C'est qu'en fait, tu peux fabriquer un nombre illimité d'actions que tu vas encourager les gens à faire. D'habitude, les campagnes se limitent à signer une pétition, parce que c'est très dur de faire que tous les jours, les gens font des actions. Il faut créer une expérience très simple. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire avec Regroup. Donc, c'est pas tout seul avec une app qu'on va résoudre, mais c'est en designant bien les actions à faire avec les campagnes et pour que ça tombe au bon moment. Et donc, du coup, se dire, le jour où va y avoir, tu vois, genre une performance artistique devant un assureur à Londres, donc il y avait une diva qui était déguisée en mère nature et qui a fait un super concert, et le même jour, on va tweeter le PDG de cette assurance avec des chansons, des parties du karaoké qui disent faut sortir des énergies fossiles, ainsi de suite. Et du coup, c'est la combinaison des deux qui fait son effet. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et en même temps, ça crée une expérience assez cool pour la personne qui fait les actions. C'est qu'elle se dit waouh, il y a des vrais gens dans la vraie vie. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter ça. Et donc là, on est à peu près avec 3000 utilisateurs qu'on teste. Et on arrive déjà à avoir des premières réponses de la présidente du Parlement européen, avec juste 300 personnes qui lui ont écrit un email. On a des banques qui nous répondent, des assurances, et tout ça, c'est assez intéressant. Et par exemple, sur ce projet du pipeline en Afrique de l'Est, depuis qu'on a démarré, il y a 5 banques auxquelles les utilisateurs ont écrit qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas financer le projet. Et à chaque fois, c'était les mêmes séquences qu'on a fabriquées entre la campagne, les actions hors ligne, et Regroup les actions en ligne, et c'est les mêmes séquences qui ont donné lieu aux mêmes résultats. Donc c'est pas tout grâce à Regroup, mais on sait que cette séquence, ça marche. Il faut juste pouvoir la démultiplier. Et ensuite, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est lancer plus de campagnes sur les alternatives et les solutions. Par exemple, comment est-ce que tu fais pour que le Green New Deal soit implémenté dans toute l'Europe, pour du coup démultiplier les financements aux énergies renouvelables, des campagnes un peu plus proches de la nature, où tu vas protéger la forêt ou protéger les océans, où c'est un peu moins technique que l'arrêt de projets pétroliers, et en même temps continuer avec faire plus de partenariats avec les assos et les ONG pour expliquer bien le problème, pour que les gens comprennent pourquoi quand je vais sur Regroup, ils me proposent d'arrêter un pipeline et pas de manger moins de viande, quoi. Et du coup, c'est un peu là où il y a un peu de travail aussi à faire. Et la plupart des apps climat qui existent pour l'instant, c'est vraiment des changements personnels qui sont nécessaires. Mais avec Regroup, on essaye de donner cette idée qu'il faut qu'on fasse le maximum nous-mêmes en tant que personne
mais surtout, il faut qu'il y ait des changements collectifs. Et c'est un peu ça qui est compliqué encore. Il faut qu'on trouve comment on fait comprendre ça sans que ce soit anxiogène, tout en donnant de la joie, de la bonne humeur. Et donc ça, c'est un peu le défi qui nous arrive. Mais après, moi, ce que je trouve ouf, c'est que quand tu regardes les campaigners et les activistes t'as pas l'impression que c'est des gros criminels, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, quand tu regardes... Ils ont 18 ans, ils te disent, les gars, il faudrait faire ça. Mon professeur a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il te montre les rapports et t'es là, bah ok, c'est parti, tu vois. Je trouve ça marrant qu'en fait, les jeunes écoutent plus la science et leurs profs, que plus tu grandis, moins t'écoutes ce que t'as appris à l'école. Je voulais aussi revenir au tout début, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais retrouvé à un événement avec Obama. J'ai laissé passer ça, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'interroge là-dessus. Comment tu te retrouves à un événement avec Obama? J'ai aussi vu que, je pense que tu vas nous en parler, mais que tu faisais partie je sais plus c'est quoi, tu fais partie de la bourse de la Obama Foundation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment tu as fait pour intégrer ce groupe et comment ça fonctionne? En gros, c'est le président Obama, quand il a quitté le pouvoir aux US, il a créé une fondation où il s'est dit, pour continuer tous les chantiers que moi j'ai démarrés, il faut qu'il y ait un maximum de gens, de leaders, d'organisateurs de communautés, d'entrepreneurs qui se mobilisent et continuent ces chantiers. Et donc, il a créé cette fondation Obama avec différents programmes et il sélectionne chaque année ce qu'ils appellent des leaders dans le monde entier pour continuer les projets qui vont dans ce qu'il aurait aimé continuer à faire ou pour réparer les erreurs qu'il a fait. Et donc ça, c'est la Fondation Obama qui fait ça. Et ils ont un programme à New York où tu vas pendant 1 an, qui est assez ouf, à étudier à l'Université de Columbia. Et tu as la moitié des cours, c'est des cours de l'université, tu prends ceux que tu veux. Et tu as l'autre moitié, c'est des cours de la Fondation Obama. Et tous les gens qui te donnent des cours, c'était tous ces anciens ministres. Et du coup, et le thème du cours, c'est comment fabriquer le changement. Et moi, ce qui était hyper important pour moi d'y aller, donc tu candidates, ils en prennent 10, t'as plein de gens qui... Ils en prennent que 10? Ils en prennent que 10 Wow. par an, et il y Sur a combien de... 8000 personnes Wow. l'année où moi je faisais. Et en fait, c'est des profils hyper divers et qui sont dans la cohorte, quoi, dans la promo. Et tu sais comment fabriquer le changement. Et moi, j'avais envie d'y aller après avoir fait 10 ans de Make Sense, en mode, voilà, le changement se fabrique en créant des solutions, en créant des communautés, mobilisant des bénévoles à l'échelon ultra local. Et ensuite, si on fait ça partout dans le monde, ça crée l'échelon global. Et j'ai besoin de confronter cette vision de comment le changement se fabrique. Et du coup, c'est pour ça que j'étais allé. Et ce qui est hyper incroyable quand tu es dans ce programme-là, c'est que du coup, tu vois comment le changement se fait de manière top-down, parce que là, c'était quand tu étais les gens les plus haut placés aux États-Unis, qui est quand même la première économie de la planète, quoi. C'est incroyable les moyens et l'impact qu'ils ont dans le monde entier. Et de deux, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, même si tu es un homme ou une femme politique, tu es lié à des rapports de force dans la société qui font que tu peux ou ne peux pas faire telle chose. Et du coup, c'est pas nécessairement tout le temps ce que toi tu penses en tant qu'homme ou femme politique. Ça, tu vas pouvoir le faire sur certains grands combats que tu veux mener. Mais sur plein de décisions au jour le jour, comme tu dois mener tes grands combats, il faut que tu évites les emmerdes. Et du coup, tu vas regarder c'est où les rapports de force dans la société. Et c'est ça qui se passe souvent sur le climat. Les gens vont se dire, les jeunes, ils votent pas beaucoup. C'est eux qui ont le plus à se soucier du climat. Mais là, les gars qui ont plus de 60 ans, qui ont leur boulot dans tel état du Texas, dans l'industrie, je peux pas leur parler de ça, sinon ça veut dire qu'ils perdent de leur travail et moi je perds les élections. Du coup, comme les jeunes votent pas, je vais choisir de les aider eux, tu vois. Et c'est un peu des choses comme ça. Et donc de voir qu'en fait, c'est une question d'organiser les rapports de force dans la société et d'avoir une vision un peu moins naïve il suffit pas de créer les solutions pour que ça change. C'est un peu là où moi j'ai commencé à réfléchir et sur tous ces points-là. Parce que justement, on avait des gens qui nous disaient j'ai essayé de faire telle grande chose, ça n'a pas marché, j'étais bloqué par ça. J'aurais aimé que le mouvement citoyen qui avait démarré pendant les élections puisse continuer pour aider à faire passer des projets un peu plus compliqués. Et donc, c'est là que tu vois la réalité du pouvoir. Et donc, les cours étaient super cool. On avait des cas. Et on devait dire, si j'étais le président, comment j'aurais décidé, et ainsi de suite. Et on décidait de tout ça. Et par exemple, dans ma classe, il y avait Weiwei Nu. C'est une activiste pour la démocratie du Myanmar. Et c'était hyper fort. Et c'est là où moi, j'étais vachement touché par l'activisme. C'est qu'en fait, elle a passé 7 ans en prison parce que son père était dans le parti d'Aung San Suu Kyi. Et ensuite, Aung San Suu Kyi est venu au pouvoir. Mais eux, ils sont dans la minorité Rohingya. Et il y a eu ce gros problème qui s'est passé au Myanmar avec la junte militaire qui a persécuté les Rohingyas et Aung San Suu Kyi qui n'a pas empêché ça.
Et du coup, c'était assez incroyable de voir comment elle allait témoigner aux Nations Unies, comment elle incarnait un peu cet activisme pour défendre son peuple. Et c'est là où tu vois le lien, par exemple, avec les États-Unis, c'est qu'en fait, le Myanmar était sous des sanctions américaines. Ils ont levé ces sanctions quand Aung San Suu Kyi est venu, et du coup, ils avaient moins de leverage et de levier ensuite pour demander à ce que les choses changent. Et donc ça, c'est des discussions qu'on avait comme ça dans la classe. Et tu vois aussi, du coup, son combat, son activisme, passer 7 ans en prison pour une idée que tu défends, alors qu'elle était adolescente et qu'elle continue à se battre. C'était hyper touchant. Et là, je me suis dit, waouh, il y a une force chez les activistes que je trouvais chez les entrepreneurs, mais quelque chose quand on te dit d'incarner ton projet, là, c'est vraiment... Et donc ça m'a beaucoup marqué, ouais. C'était quoi le profil des autres Du coup, tu avais cet activiste pour les droits humains, tu avais Kirsten, qui était l'ancienne ministre de l'Environnement du Danemark, Wow. tu avais Ali, qui reportait les crimes de guerre au Yémen, notamment avec les drones. Et souvent, c'était les Américains qui ont avec les drones. Et du coup, c'était assez intéressant. Il y avait une personne du Liban qui regardait les crimes de guerre en Syrie. Parce que du coup, il y avait tout ce débat autour de... il y a eu... qu'est-ce qui a été fait pour empêcher la guerre civile en Syrie, notamment de la part des US. Et donc, on travaillait à la fois sur des décisions qu'ils ont prises et qui ont impacté le monde. Et en même temps, c'est des gens où tu sais que quand ils vont repartir dans leur pays, ils vont continuer à défendre leur projet et à avancer. Et donc, c'était hyper fort. Et tu avais aussi un entrepreneur social que je trouve incroyable, qui s'appelle Kwame. Et en fait, au Kenya, il a créé un cursus sur 20 ans pour accompagner les enfants tu vas à l'école maternelle jusqu'à l'université. Et en fait, il s'est focalisé sur seulement 300 enfants, seulement, entre guillemets. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que quand les jeunes finissaient son programme, ils gagnaient après leur université 3 fois le salaire combiné de la famille. Et du coup, en une génération, tu sors comme ça de la pauvreté. Wow. Alors qu'il faut 6 générations en France pour sortir de la pauvreté. Et du coup, c'était assez incroyable. Et il l'a démontré à toute petite échelle, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont mis dans le programme? C'est tout petit, c'est 300 et tout. Mais en fait, c'est là où tu vois que ça démontre ce qui est possible, qu'on peut faire autrement. Et après, c'est une question de est-ce que le gouvernement du Kenya peut reprendre le modèle, a les moyens, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ainsi de suite. Mais toutes ces questions, elles se créent parce que justement, il y a eu la démonstration que c'est possible. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. Tu imagines la patience qu'il faut avoir pour te dire, c'est un peu des choses, on ne dit pas ça dans l'entrepreneuriat, il faut que tu fasses à l'échelle, ainsi de suite et tout. Et ça, je trouvais ça assez ouf. Donc, tu as des profils très variés. Et ensuite, on est connecté avec tous les leaders globaux de la fondation. Et là, par exemple, il y a une personne qui était l'année avant moi, qui s'appelle Hong et qui est une activiste pour le climat au Vietnam. Elle a été mise en prison il y a une semaine à cause de son activisme, parce que le gouvernement ne veut pas que les gens fassent trop de bruit autour de comment le Vietnam avance ou pas sur sa sortie du charbon, parce qu'ils ont des gros deals internationaux pour sortir du charbon, mais c'est lié à des critères qui doivent... Et donc, du coup, ils ont enfermé pas mal d'activistes pour le climat. Il y a une campagne sur Regroup, d'ailleurs, en ce moment. Du coup, on l'a monté sur Regroup pour un peu... Il y a tout le réseau, tu vois, des gens qui étaient en classe avec moi et tout. On se mobilise tous ensemble pour demander à nos pays, de demander au Vietnam de la relâcher, ainsi de suite. Et on a mis la campagne sur Regroup. C'est pas quelque chose qu'on va mettre souvent, mais c'est en fait pour... Un truc qu'on voit dans toutes les campagnes qu'on développe d'activisme avec Regroup, c'est qu'en fait, à chaque fois, les activistes sont pris pour cible. Soit ils sont enfermés en prison quand c'est dans des régimes autoritaires. Donc, par exemple, en Ouganda, ils ont mis des gens qui manifestaient contre le pipeline en prison pendant une semaine. Soit ils sont attaqués dans les médias ou dans la presse. Et du coup, il y a cette nécessité qu'en fait, si on n'est pas là pour être avec eux, être derrière eux et les défendre, qui va... comment on va résoudre cette crise climatique, parce que c'est ceux qui sont en première ligne et du coup il faut les aider, les soutenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste avec Regroup et cette campagne pour Hong. C'est comment on peut être derrière les activistes du climat pour leur permettre d'avoir plus de force, plus de poids et surtout qu'ils se sentent moins seuls quand ils sont attaqués. C'est assez ouf de voir, par exemple, il y a Camille Etienne qui a sorti son livre et tout, de voir les trolls et comment les gens ils sont assez violents sur Twitter et surtout que c'est organisé de l'autre côté. Et du coup, nous, il faut qu'on s'organise aussi pour les défendre, leur montrer qu'on est là. Et donc, c'est un peu l'idée de cette campagne. On l'appelle défendre ceux qui nous défendent. Et parce qu'au final, ils se battent et ils prennent des risques pour nous tous. Tu vois, de fermer une mine de charbon en Colombie. Comme là, c'est des activistes et un peuple qui s'appelle les Yukpa. C'est vraiment l'histoire, c'est comme sur Avatar. En fait, ils se battent pour leur peuple parce que leur village va être détruit et ils sont que 4000 et il y a un risque du coup que leur culture disparaisse. Mais en arrêtant cette mine,
c'est l'équivalent de 10% des émissions carbone d'un pays comme la France chaque année. Et du coup, ça nous aide, nous tous. C'est énorme. Et donc, comme on est tous aidés par eux, on doit aussi tous les aider. C'est super intéressant et surtout de se dire que quand tu participes à un programme comme ça, tu rencontres finalement des personnalités et des personnes qui sont ultra engagées et que tu croises pas forcément tous les jours. Et surtout, j'ai l'impression que ça te rattrape à la réalité du quotidien de plusieurs milliers de personnes dans plusieurs pays. Donc c'est ultra touchant et ça rappelle qu'il faut agir. Pour revenir rapidement sur la Obama Foundation, du coup, tu l'as croisé plusieurs fois, Obama, ou Bah pas? ouais, on a fait plusieurs événements. En fait, t'es invité à plusieurs événements quand il passe dans différents endroits. Après, nous, on avait des cours avec lui. Et ce qui est C'est incroyable, incroyable de dire ça. J'avais des cours avec Obama. ce qui est plus incroyable, c'est Michel. C'est sa femme. Sa femme, elle est ouf. Si t'es pas trop en forme parce que t'as de l'éco-anxiété ou autre, ou tu te dis, putain, on va droit dans le mur et tout, faut juste écouter Michel parler. Elle te fait des pep talks et t'es là, ouais, ok, on va y arriver et tout. Et il y a un truc qu'elle disait à tout le monde, le dernier cours qu'on avait, c'était qu'en fait, elle disait, à chaque fois que t'es invité quelque part, elle disait, ben voilà, à une table, à un meeting ou autre, tu prends la place de quelqu'un d'autre, qui aurait pu être invité, qui aurait pu être là. Et du coup, il y a une responsabilité à chaque fois de parler pour les sujets que tu défends et les personnes qui n'ont pas été invitées. Et ça, je trouvais ça assez incroyable. Et en fait, dans toute leur approche, c'était de dire, s'il y a des vérités qui dérangent, si toi, tu es invité et que du coup, il y a des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent changer les choses, mais qui ne le font pas, ben, faut dire la vérité qui dérange. Il faut prendre le risque et le faire. Et ça te donne beaucoup de courage quand elle dit ça. Souvent, quand je parle surtout aux jeunes qui vont écouter ce podcast, qui se disent, mais moi, je suis qui? J'ai 23 ans, j'ai 24 ans, je suis qui pour parler? Je suis invité avec tous les ministres et tout à des événements. Et on me dit, t'es le jeune, tu dois parler de qu'est-ce qui se passe. Et souvent, les gens vont dire des choses assez timides, sympas et tout. Mais en fait, c'est de se dire, ben non, tu es concerné par le réchauffement climatique maintenant, ça bouge pas assez vite, faut l'exprimer. Et qu'est-ce que ferait Michelle Obama si elle était à ma place? Elle dirait, tu vois. Et du coup, c'est ça qui, moi, m'a marqué. Et ça marque et ça donne du boost. Et en même temps, ça montre la responsabilité voilà, qu'on peut avoir dès qu'on est invité dans des milieux de pouvoir où on peut faire la différence. Faut tenter de la faire même si ça plaît pas à tout le monde. Et quand c'est Michelle Obama qui te dit ça, tu te dis ok, je peux le faire. Alors qu'avant, si c'est tout seul, t'oserais pas, tu vois. Ou tu te dis, elle, c'est ce qu'elle attendrait de quelqu'un. Si elle et Obama, ils sont autour d'une table et ils ont invité des gens pour avoir des idées, ce qu'ils attendent, c'est pas que tu les caresses dans le sens du poil, c'est que tu leur dises ce qui va pas, ce qu'il faut changer, et ainsi de suite. Et c'est un peu ce côté très américain. Ils disent speak truth to power, je sais pas comment je le traduirais. Du coup, tu sors de là en mode reboosté, tu te dis, ok, maintenant, je vais toujours dire ce que je pense. Et je vais jamais me retenir, même si je suis moins invité à des conférences. C'est sûr que ouais, quand Michelle Obama te dit un truc comme ça, c'est sûr que tu prends au pied de la lettre ce qu'elle te dit, quoi. Mais j'ai l'impression que même ce qu'elle a dit, tu peux un peu l'extrapoler à un peu toute situation, que ce soit par exemple, je sais pas, c'était enfin vraiment à toute petite échelle, mais tu vois, quand tu es invité à un endroit où tu représentes malgré toi ou forcément où tu vis en tant que représentant, c'est sûr qu'à chaque fois, faut se dire que tu prends la place de quelqu'un d'autre potentiellement et que tu es obligé, du coup, tu as un devoir moral de représenter ces gens. Et donc, sans forcément parler de ministres, de gouvernement, etc., parce que je pense que enfin, l'audience n'est pas forcément conviée à ce genre d'événement, mais je pense que tu peux appliquer ça un peu à tous les jours, tu vois, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit, je sais pas, même quand tu es au lycée, que tu représentes les élèves, etc. Et donc, je trouvais que c'était assez puissant comme message si on l'extrapolait. Ouais, et du coup, c'est un peu genre chacun peut être un peu activiste et défendre ses idées. Après, il y a juste la manière la plus importante de le faire, et ça, c'était une autre chose qu'on voyait dans les cours qu'on avait, c'est qu'en fait, il faut au maximum rassembler tout le temps. Et c'était dur pour quelqu'un comme Obama, tu vois. C'était le premier président black des US, et avec l'énorme tension qu'il y a autour de ces sujets là-bas. Du coup, le truc qui s'est passé, il s'est dit, moi, il faut que je rassemble, même si c'est dur. Et du coup, c'est la même chose quand tu prends la parole ou autre, c'est de te dire, comment je peux prendre la parole, défendre mes idées, mais tout en rassemblant les gens avec moi, plutôt que de diviser. Et ça, c'est encore plus dur même, parce que des fois, tu as envie de dire, c'est ta faute, des trucs comme ça, et de te retenir de faire ça et de te dire, j'embarque les gens avec moi. Et ce qu'il disait, une des choses qui était très simple pour le faire, c'est juste d'écouter l'histoire de l'autre et de trouver, on a l'air comme ça différent, mais en fait, notre histoire, il y a forcément des points communs. Tu vois, tu as été à l'école à tel endroit, toi aussi, t'aimais pas faire tes devoirs, des trucs comme ça. Et c'est de trouver qu'est-ce qui nous relie tout le temps et de s'appuyer là-dessus pour dire, ok, quel futur on veut créer ensemble, qu'est-ce qui nous relie.
Après, moi, je sais pas si j'arriverai à le faire en face du PDG d'une grosse boîte pétrolière, tu vois. Parce que je me dis, bon, c'est quand même, ils savaient et tout, c'était un peu, ils ont organisé ce bordel, mais d'essayer de quand même tout le temps le faire, je trouve que c'était super intéressant, parce qu'aussi, ça te reconnecte à l'autre, aux êtres humains, et ça empêche d'avoir une société un peu fracturée, qui est un peu, tant que la société elle est fracturée, les problèmes, ils continueront à s'accentuer. Et est-ce que le fait de te retrouver, avoir des cours avec Obama, ça t'a pas amené à l'humaniser encore plus et finalement à te dire que c'est un homme comme un autre ou pas spécialement? Bah, lui, il passe son temps à se présenter comme ça. Du coup, c'est un peu la première chose qu'il te dit. Et en fait, ce qui est assez ouf dans son histoire, c'est qu'il a commencé à faire, ils appellent ça aux États-Unis du community organizing, donc à organiser des communautés pour défendre leurs droits. Et donc après qu'il ait fini à l'Université de Columbia et à Harvard, il est retourné à Chicago dans une paroisse d'une église et il a organisé le quartier pour défendre, voilà, quels sont les droits dans la santé, dans le logement, ainsi de suite. Et donc c'est quelqu'un qui est très proche des gens, mais surtout qui veut organiser. Et donc c'est un peu ce que fait sa fondation avec, on met en lien les gens ensemble qui veulent faire bouger les choses pour qu'ils s'entraident et puis c'est comme ça que ça va faire bouger les choses. Et donc la première compétence quand tu organises des communautés, moi si je l'ai fait avec Make Sense, c'est juste d'adorer les gens et de pas se prendre supérieur, pas supérieur. En fait, c'est comme si tu étais derrière un bar, quoi. Tu as un barman et tu écoutes les histoires des gens et ça te fait plaisir. Tu as l'impression de trouver des points communs, de se dire on pourrait faire ça ensemble, ainsi de suite. Et du coup, c'est un peu ça que ouais, tu ressens, c'est quelqu'un de super humble. Et après, c'est juste que tu te dis, pour des grands problèmes de société, peut-être il a une ou deux idées de comment faudrait changer les choses. Et les choses qu'il dit sur le climat, c'est surtout, faut que les jeunes, ils aillent voter. Tant que les jeunes ne vont pas voter, les hommes et les femmes politiques n'ont pas un intérêt à très court terme de faire changer les choses. Et du coup, ça, c'est la première des bases, c'est voter, voter, voter. Et la deuxième manière, c'est d'être intransigeant sur d'écouter la science. Et du coup, c'est des trucs, le truc de les jeunes doivent voter, il avait dit dans son discours à Glasgow, justement, quand on était allé à la COP. Et donc après, c'est des questions, c'est comment tu peux monter des projets ou comment tu t'organises pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui votent aux prochaines élections. Et là, tu tombes dans des projets que tu en as peut-être parlé. Tu as des choses comme à voter, qui permet aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales. Tu as peut-être des solutions technologiques pour t'inscrire rapidement avec ton smartphone. T'as plein. Et du coup, c'est là où tu te dis, là, on peut fabriquer des solutions parce qu'on sait que c'est le nœud du problème. Et pour revenir sur cette question de projet, est-ce que parmi tous les projets que tu as vu passer chez Make Sense, est-ce qu'il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué? Il y en a plein qui m'ont marqué. Mais celui que j'adore, c'est un projet qui s'appelle Toi à moi. C'est un tout petit projet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il crée une communauté de 50 personnes autour d'une personne sans abri. Et cette communauté doit lui retrouver un travail, lui retrouver un logement et aider financièrement à payer le loyer, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette personne soit complètement réintégrée dans la société. Et c'est à toute petite échelle. Tu vois, il y a des projets aussi technologiques qui utilisent ça comme entourage. Ça, c'est une application sur le téléphone. Mais recréer comme ça de la solidarité et du lien entre les gens, en faisant en sorte que justement chacun se bouge et se dise pas juste c'est à l'État de résoudre le problème, ainsi de suite. Ça, je trouve ça hyper beau et hyper fort parce qu'au-delà de résoudre un problème, tu recrées du lien dans la société et tu fais que à long terme, on va éviter de détruire, de se faire du mal les uns aux autres et tout, ce qui est un peu ce qui se passe dans la crise environnementale. Et du coup, ça, je trouve ça super fort. Et la question, c'est comment tu fais ça à très très grande échelle, sachant que ça passe par des interactions très humaines entre personnes. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui passe à travers les écrans et les smartphones et la réalité augmentée, et ainsi de suite. Et donc du coup, je me demande, dans un monde où on va passer plus de temps sur nos écrans, est-ce qu'on va être capable de créer plus de liens comme ça ou est-ce que ça va les défaire? C'est un peu la grande question que je me pose avec plein d'innovations technologiques. Et du coup, pour moi, le critère que j'aimerais bien qu'on mette sur eGroup, c'est quand même à terme d'avoir un indicateur sur le nombre de gens qui se sont rencontrés dans la vraie vie grâce à eGroup. Est-ce que tu as fait des actions où du coup tu étais avec des gens parce que tu es touché différemment par les émotions? C'est une expérience assez incroyable. On a un corps et on doit vivre, on n'est pas juste des êtres avec un cerveau et un esprit, tu vois. Et du coup, ça, je trouve que ce sera hyper important, notamment nous qui développons une app où tu es derrière un écran et tu fais des actions. Comment est-ce qu'on crée ce côté où tu vas te voir dans la vie réelle et c'est là où en fait tu te dis je vais m'engager, je vais continuer à faire des choses, je vais aller beaucoup plus loin. Ah oui, cette question du lien social, elle est très importante, notamment avec la technologie, parce que c'est difficile d'avoir
un avis très tranché dessus parce que beaucoup de gens vont dire que ça nous éloigne les uns des autres, mais d'un autre côté aussi, ça nous unit comme jamais, tu vois. Enfin, dans le sens où, par exemple, je sais pas si tu as de la famille par exemple, je suppose que tu as encore de la famille en Polynésie française, Ouais. bah, le fait de pouvoir faire des Skype avec eux, tu vois, ça permet de vous unir. Il y a aussi beaucoup de gens qui se rencontrent grâce aux réseaux sociaux, Ouais. aux applications. Donc, effectivement, la balance, elle n'est pas évidente. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme un outil. Et comme tous les outils, tu peux l'utiliser en mal comme en bien, quoi. Ouais, ça dépend des indicateurs de succès que tu te mets, quoi. Mm. Si tu te mets juste que les gens y cliquent ou si tu te mets que les gens se rencontrent dans la vraie vie. Donc ça, c'est aussi la responsabilité des innovateurs. C'est de se dire, ben, tu dois être un peu responsable de ce que tu fabriques et imaginer comment ça pourrait aller du mauvais côté ou du bon côté selon les modèles économiques que tu choisis, selon ce que tu veux encourager. Si tu te mets comme indicateur le nombre d'heures passées à regarder l'écran, ou à ce que les gens restent par exemple sur YouTube, ou si tu te mets comme indicateur le fait qu'ils reviennent fréquemment pour voir la nouveauté ou voir une nouvelle news, mais pas nécessairement maximiser le temps, mais juste maximiser le fait qu'ils reviennent, ou des choses comme Biril, tu vois, où tu postes et puis après c'est une fois et ainsi de suite, ben, c'est du design tout ça, et ça va générer tel type d'interaction. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver, ben, prendre le meilleur, enlever le pire. Et il y a plein de choses à tester et c'est facile. Moi, j'ai pas de. To Make Sense, ça aurait pas marché sans les réseaux sociaux. Ça crée des communautés incroyables. Sur eGroup, ben voilà, toutes ces banques, tout ça, ça marcherait pas non plus sans les réseaux sociaux. Donc, moi, j'adore ça. Je suis tout le temps dessus. Par contre, je me dis, ben, t'as une responsabilité dans le design. Et en plus, je crois que c'était sur Facebook qu'en fait, de maximiser le temps d'écran, maximise pas en fait le fait que tu cliques sur des pubs parce que t'en as trop marre. Et du coup, t'es moins engagé. Et en fait, ils gagnent moins d'argent. Et donc, des fois, même, c'est pas constructif de faire que les gens passent un maximum de temps. C'est plutôt faire qu'ils soient le plus engagés quand ils viennent. Ouais, c'est sûr. Et du coup, après avoir parlé de Make Sense, Regroup, de ton activisme, la question qui me vient, c'est pourquoi tu fais tout ça? La première partie sur Make Sense et tout, je sais pas. Je crois que c'est parce que j'ai grandi dans une famille où en fait mon grand-père il était le premier président de l'assemblée locale et il a passé la première loi sur qui donnait à chacun le fait que tu sois remboursé pour les soins de santé et les retraites. Et du coup, j'ai grandi dans une famille qui était quand même super engagée. C'est une forme de sécurité sociale, du coup. Ouais, c'est comme la sécurité sociale en Polynésie française. Et du coup, tout le monde le connaît, et tout le monde connaît cette loi. C'est un peu comme le Obamacare à toute petite échelle. Et du coup, moi, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires qui étaient super engagés. Et la manière pour eux de faire changer les choses, c'était par la fonction publique. Et moi, je me suis dit, bah, ok, maintenant c'est dans l'économie. Du coup, je vais aller en école de commerce. Et puis l'entrepreneuriat adapté aux problèmes sociaux, entrepreneuriat social, ainsi de suite. Mais sans vraiment me poser de questions de pourquoi je suis engagé. Parce qu'en fait, c'est juste là où j'ai grandi, j'ai un peu baigné dedans. Et c'était juste pour moi, c'était normal. Le truc que je me rends compte maintenant que j'ai un petit garçon, c'est qu'en fait, je vis pas mon engagement pareil. C'est un peu, je me lève le matin et je sens quelque chose dans le ventre, pas en mode stress ou autre, mais plutôt une énergie en mode, allez, aujourd'hui, on va tout faire pour résoudre tel problème. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire. Et après, tu vois ton petit garçon et tu te dis, ok, il faut faire ça pour lui. Et ça te donne une énergie de ma boule. Et du coup, à chaque fois que j'y pense, c'est ouais, pour lui et puis l'endroit d'où je viens, tu vois, des trucs comme 2035, les coraux vont être tout blancs, alors que c'était pas prévu avant, dans 20 ans plus tard. T'es en mode, waouh, c'est ouf, il verra pas la même chose que ce que moi j'ai vu. Et ça te met les choses en perspective. Et moi, ça me motive de manière assez incroyable. Et c'est la première fois où je me demande vraiment pourquoi je fais ça. Parce que j'ai pas fait de carrière avant. J'ai directement monté Make Sense et j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est assez confortable en fait de te dire ah c'est cool, on fait des choses bien pour la planète. On a un emploi, ça crée des emplois pour d'autres personnes, on aide des projets sympas. En fait, tu peux te dire ah c'est trop cool, je suis tranquille, tu vois. J'ai pas ce côté dissonance cognitive et tout ça que tu peux avoir si tu vas bosser chez Total ou autre. Et en fait, de me dire quand j'ai eu un enfant, ça m'a dit mais attends, juste c'est tranquille pour toi, mais tu ressens pas l'urgence. Il y a le feu aux fesses quand même, tu vois. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand tu as des jeunes de 20 ans qui débarquent chez Make Sense et qui viennent en stage, eux, ils le sentent le feu aux fesses et ils disent à tout le monde, mais les gars, ok, vous faites des trucs sympas et tout, mais j'ai pas l'impression que vous ayez le feu aux fesses. Et du coup, je trouve ça trop cool, un peu cette tension qui est créée, moi, ben, par le fait que j'ai un enfant, mais aussi par ces jeunes qui rentrent dans la boîte. Et c'est un peu là où vient mon engagement, c'est que c'est eux qui te rappellent ben, notre responsabilité. Et que si tu as des moyens d'agir, tu dois le faire au maximum de ce que tu peux. Surtout en fait, on aura tout le temps de se reposer.
quand ce sera résolu, quoi. Genre là, il y a 3 ans pour commencer à infléchir les émissions carbone. Il faut changer les choses de manière radicale en 6 ans. Du coup, faut y aller, quoi. Et puis on se reposera dans la 7e année, tu vois. Mais c'est maintenant ou jamais, si on veut avoir aucun regret. Et ça, c'est aussi cool. Moi, ça me motive de ouf de me dire, là, il y a un moment dans l'histoire où c'est maintenant ou jamais, et que nos enfants ou les gens plus jeunes, ils nous demanderont qu'est-ce que tu as fait quand on pouvait faire le maximum. Et ça me motive un truc de ouf de me dire, c'est pas beaucoup de générations qui peuvent, tu vois, il y a peut-être la Seconde Guerre mondiale, là il y a la génération des Ukrainiens, mais nous en France, c'est pas fréquemment où tu te dis en tant que génération, tu fais quelque chose qui va changer le cours de l'humanité dans les années qui viennent, et du coup, il faut y aller, c'est une tâche immense, mais en même temps, c'est un truc hyper motivant, quoi, où tu te dis, ben, l'histoire, elle est pas écrite, et puis on doit le faire pour tous ceux qui ont fait des choses encore plus ouf avant. Ah mais ce que je trouve dingue aussi, c'est que, comme tu dis sur cette question de génération, enfin moi j'ai un peu le sentiment d'être entre deux générations, du coup j'ai 27 ans, et par exemple donc, quand j'étais à Dakar avec Make Sense Africa, avec Mamba que tu connais bien, en Afrique tu as 60% de la population qui a moins de 30 ans. Et donc au forum, donc j'étais au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, donc en fait tu avais que des jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans, et enfin même plus jeunes encore. Et à chaque fois, pareil, quand ils te parlaient de leurs projets, ils montaient que des projets à impact et ils te parlaient de cette urgence. Et tu sens que cette urgence, elle est quand même ressentie un peu partout sur la planète, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Après, c'est surtout, tu vois, ben, tu prends Dakar, Sénégal et tout, les premiers pays qui souffrent déjà du changement climatique, les fermiers, les trucs, où ça a des influences sur ben, les ressources en eau. C'est là-bas que ça se passe. Nous, on le voit avec les canicules quand c'est l'été, les feux de forêt, ainsi de suite. Mais c'est pas encore... Enfin, on commence à avoir sur l'eau, mais on n'a pas encore sur impact sur la nourriture, ainsi de suite. Et là-bas, ils le voient déjà, tu vois, les fermiers, les agriculteurs. Et en plus... c'est pas les pays qui ont causé Ouais. les réchauffements, donc c'est encore plus injuste. Et donc c'est pour ça, là, dans 2 semaines, il y a ce sommet à Paris sur le nouveau pacte financier qu'organise le président, qui est trop cool, parce que du coup, c'est pour trouver des nouveaux systèmes pour financer et aider les projets dans les transitions et que tout ça se passe bien. Donc moi, je pense, non, enfin, il y a de l'espoir. Les outils, quand même, comme tu dis, sur cette nouvelle génération, la manière qu'ils arrivent de s'organiser, millions de personnes à mobiliser, c'est aussi beaucoup par les outils digitaux et les réseaux sociaux. Et la question, c'est juste d'éviter de perdre du temps. Tout le monde a envie de résoudre la crise climatique maintenant. La question, c'est quelles sont les meilleures manières de faire pour pas perdre de temps et pas se laisser avoir par les gens qui n'ont pas envie que ça change, mais qui vont dire oui, oui, j'ai envie que ça change, mais en fait, tranquille, tout doucement et tout. Et quand tu es jeune, tu peux pas te permettre ce luxe, en fait. Pour venir sur un peu sur les questions de fin, du coup, comment aujourd'hui, enfin, c'est quoi ton quotidien un peu entre Regroup, je vois que tu es très actif aussi sur les réseaux sociaux, où tu partages beaucoup de campagnes bon, liées à Regroup, mais entre Regroup, Make Sense, les réseaux sociaux, comment tu t'organises aujourd'hui? La plupart de mes journées, ça se passe d'aller rencontrer des activistes et trouver des campagnes qui pourraient être intéressantes, qu'on pourrait mettre sur e-group. Et ensuite, faire des meetings avec des partenaires qui pourraient soutenir les campagnes et certains des call to action, et donc des collectifs d'avocats. Par exemple, s'il y a une attaque en justice ou un front judiciaire, ben, du coup, de leur demander c'est quoi la meilleure manière de faire en sorte que ce que vous faites ou le cas que vous avez soit repris par la presse, ainsi de suite. Donc, c'est réfléchir avec plein d'acteurs différents sur une campagne à comment on peut les aider à arriver plus vite à la victoire. Et donc ça, c'est tous les jours. Ensuite, il y a une autre partie où ben, c'est de travailler avec l'équipe de Regroup pour fabriquer le contenu, les vidéos, les narratifs, qu'est-ce qu'on va partager sur les réseaux sociaux pour faire que des gens aient envie de venir résoudre les campagnes. Et ensuite, après, avec Make Sense, on travaille sur le lancement d'un nouvel incubateur d'activistes pour le climat. La même chose que ce qu'on a fait il y a 10 ans avec les entrepreneurs sociaux. Là, on a lancé la première promotion, c'est à la Gaîté Lyrique. Du coup, il y a 5 activistes pour le climat, accompagnés par Make Sense, pour développer leur campagne et leurs projets. Et donc, du coup, je continue à m'engager, mais dès que c'est sur de l'activisme. Et on espère faire la même chose que ce qu'on a réussi il y a 10 ans avec l'entrepreneuriat social en France, où c'était pas du tout connu, pas du tout soutenu, et maintenant ça explose. De se dire, ben, montrer aux gens qu'en fait, de soutenir les activistes pour le climat, ça peut faire accélérer les choses, et qu'en même temps, il faut qu'ils aient plus de ressources et de moyens pour le faire, et donc d'avoir plus de fondations qui les soutiennent. Et donc, c'est aussi d'aller voir les fondations et de leur expliquer le meilleur impact que vous pouvez avoir sur le climat, c'est de financer des activistes. Et du coup, tu leur montres les recherches, les trucs, et c'est un peu, ouais, c'est du travail de plaidoyer, un peu, que je fais en parallèle. Mais l'idée, c'est vraiment comment est-ce que tu donnes plus d'outils à cette génération qui est déjà en train de changer le monde. Et moi, c'est la mission que je me suis donnée.
Et j'espère qu'un jour, Léo, il fera ça. Enfin, il fera ce qu'il veut, mais je me dis, s'il vient avec moi au manif, il a un peu peur des manifs, il a peur de la police. On peut le comprendre aussi hein, quand on voit certaines vidéos, certains extraits. Je pense que c'est pour ça. Mais tu sais que même moi, en fait, j'ai pas trop en manif parce que j'ai peur de la police. Ouais. Tu vois, donc, non, il voit les images et tout. Et c'est marrant parce qu'avant, les enfants, ils voulaient devenir policiers. Et maintenant, c'est en mode, ça fait un peu flipper depuis le Covid, les manifestations et tout. Et je pense qu'il y a un vrai truc qui est en train de se passer, ça te dit quelque chose. Mais j'espère que ça va pas le dégoûter des manifestations, des pancartes et qu'il va voir que, en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup de joie. Il y avait eu une marche qui s'est passée la semaine dernière. Peut-être tu l'as vu, c'est la Magma. Et du coup, c'était vraiment avec des artistes, des danseurs, tout le monde dansait dans la rue. Et c'est de montrer que c'est une fête joyeuse et que oui, c'est des sujets compliqués ou autres, mais la manière d'engager les gens avec nous, c'est par la joie et la bonne humeur et de s'amuser. Même si voilà, faut travailler, faut monter des projets, faut monter des campagnes. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est super important. Et là, justement, tu peux pas laisser de place à la violence. Si la police est violente, mais un truc où les gens ils sont juste dans la joie et la bonne humeur, ça montre clairement qui est le fautif, tu vois. c'est sûr. Et donc c'est aussi un mécanisme de défense pour pouvoir continuer à s'exprimer. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour plus tard? D'arrêter tous les pipelines. C'est pas mal. Et dernière question, c'est quoi? Donc, le podcast s'appelle Impact Story. Et donc, sauf que le mot impact, finalement, il veut dire beaucoup de choses. Donc, ça veut dire quoi pour toi avoir de l'impact? Pour moi, ça veut dire être touché par quelque chose à cause de son histoire personnelle. Ben, moi, c'est l'île d'où je viens, mon petit garçon. Et qu'en fait, c'est ça qui te motive, qui te donne de l'énergie. Et tu choisis où tu mets cette énergie. Et si c'est pour résoudre un problème ou quelque chose qui te tient vraiment à cœur à cause de ton histoire personnelle, ça veut dire que tu as trouvé la manière de créer ton impact. Et du coup, au-delà du mot, tu peux, tout a de l'impact. La question, c'est pourquoi tu t'engages et est-ce que ça te fait du bien et est-ce que ça te donne de l'énergie pour continuer. Et du coup, si on est tous à se poser ces questions, on va y arriver, quoi, petit à petit. Puis les gens, il faut pas ils feront moins de burn-out aussi dans leur engagement et dans leur impact. Ça, c'est quelque chose qui se passe souvent. Il faut que ce soit quelque chose qui te régénère la manière dont tu fais de l'impact. Et ça pose aussi beaucoup de questions sur ne pas faire les mêmes manières que dans le passé, tu vois, des nouveaux styles de management, des nouvelles manières de monter sa boîte, ainsi de suite, pour être aligné entre l'impact que tu veux avoir et les valeurs que tu défends. Et à mon avis, c'est un peu là quand moi tu dis quel est ton impact story, c'est un peu pourquoi tu t'engages là-dessus et comment tu fais en sorte que ça te régénère pour continuer et avoir beaucoup plus d'énergie à le faire. Super. Merci beaucoup d'être venu. Merci, merci encore. Et donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé l'épisode, le meilleur moyen de nous aider, c'est de laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée et de partager l'épisode à un maximum de personnes.